Bonjour les experts. Avec nous, j'ai le plaisir d'accueillir ce matin Dorothée Rouzet. Bonjour Dorothée. Bonjour. Vous êtes chef économiste de la Direction Générale du Trésor. Merci d'être avec nous. À vos côtés, Olivier Luancy, professeur au CNAM et grand spécialiste de l'industrie. Ça tombe bien, on est servi. Vous êtes notamment l'auteur de Réindustrialiser le défi d'une génération. Merci Olivier d'être avec nous ce matin. Merci de votre invitation. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Laurent Wromski, bonjour, grand habitué des experts. Merci bonjour à tous d'être avec nous. Vous êtes directeur général d'Ervor. Alors, on a une bonne journée devant nous, là. Qui est une entreprise industrielle. Ouais, industrielle. Tax Zuckman, donc, elle arrive normalement aujourd'hui, peut-être dans une version light, peut-être qu'elle ne passera pas du tout. Quel regard, déjà, vous avez sur cette version light, dont le chiffrage a été modifié. En début de semaine, il était à 5, 6, 7 milliards d'euros. Puis finalement, les socialistes, hier, ont dit non, la version light, maintenant, c'est 15 milliards d'euros. Ça bouge très vite. Je sais pas les assiettes qui ont été modifiées. Est-ce que cette version light, en l'état, est acceptable, Dorothée? Ouais, peut-être je peux rebondir sur le point du chiffrage déjà, hein, parce que les chiffres sont agités un peu dans tous les sens, 20, 25 milliards pour le Zuckman Max, alors c'est 5, 7, 15 milliards pour le Zuckman Light. Quand on regarde avec des hypothèses, on va dire plausibles, ce que pourrait rapporter une taxe Zuckman, avant même de parler des effets économiques, il faut être un peu plus prudent. D'abord parce que d'une part, déjà, c'est très difficile de savoir exactement quelle est l'assiette, parce que typiquement, ils prennent le classement Challenge. Alors, dans le classement Challenge, il y a des gens qui habitent plus en France, il y a des familles, il y a des individus. Ça date un peu pour certains, etc. Donc, quand on essaye déjà de savoir, au fond, quelle est l'assiette sur laquelle on taxe, déjà, on a des incertitudes. Et puis ensuite, typiquement, les chiffrages à 15, 20, 25 milliards, ils supposent que les gens ne réagissent pas. Vous voulez les taxer à 2%, voire 3% dans la version light, mais en excluant certaines choses. Et on suppose que ça n'aura aucun effet économique, qu'il n'y aura pas d'exil fiscal, etc. Oui, dans ce cas-là, effectivement, on peut imaginer ce monde et avoir un rendement gonflé. Maintenant, c'est pas forcément le monde dans lequel on vit. Donc, quand on fait des hypothèses plus réalistes, on a du mal à dépasser les 5 milliards déjà dans la version max. J'ai pas fait de chiffrage pour la version light, mais je pense qu'il faut déjà se dire, si on se dit, au fond, le débat, c'est un rendement contre des effets économiques négatifs et est-ce qu'on est prêt à accepter l'un pour avoir l'autre, il faut quand même aussi avoir les bons ordres de grandeur. Ensuite, sur les effets économiques, alors le pire, ça reste l'inclusion des biens professionnels. En termes d'effets sur l'investissement, sur l'innovation, d'incitation à partir, d'incitation à mettre son entreprise ailleurs. Ça ne veut pas dire que dans la version light, qui d'ailleurs n'exclut pas tous les biens professionnels, dans la version dite light, encore une fois, parce qu'on monte quand même à 3% sur une assiette plus faible, mais qui commence à 10 millions, donc ça se discute aussi si c'est vraiment beaucoup plus light. On n'exclut pas non plus tous les biens professionnels. Ils disent on va exclure certaines entreprises innovantes et familiales. Alors déjà, là, c'est un peu une avenue vers la complexité. Bon courage pour les définir. Qu'est-ce que vous exemptez, qu'est-ce que vous exemptez pas? Comment on définit que votre entreprise est familiale? Est-ce qu'il y a 1, 2, 3, 4 cousins qui sont actionnaires? Comment on définit que votre entreprise est innovante? Enfin, donc je pense qu'il ne faut pas se dire que ça enlève tous les effets économiques négatifs. Si on se dit, OK, il y a un problème avec Mistral, on va sortir Mistral et ensuite tout va bien. Laurent Wromski, est-ce que cette version light, vous la trouvez plus digeste? Alors, je vous laisse digérer là. Non, mais vous savez, ça fait un moment que j'ai le temps de la digester. Moi, je ne vais pas rentrer dans le débat technique, madame l'a très bien expliqué, mais sur le côté philosophique. Je vais prendre une image que tout le monde va comprendre. Imaginez, vous avez une baignoire, avec de l'eau dedans, puis la baignoire, elle se vide tout doucement. Alors, il y a le robinet qui coule, puis vous avez la bonde. Alors, si la bonde devient de plus en plus grande, vous allez avoir un écoulement de plus en plus important à des débit constants. Alors, il y a des gens qui vont vous dire, on va essayer de réduire la bonde, et puis il y a d'autres qui vont vous dire, on va essayer d'ouvrir le robinet encore plus à fond. Sauf que quand le robinet est à fond, je dirais, on ne peut plus augmenter le débit. C'est ça la taxe Zuckman. C'est-à-dire que en vérité, c'est de la politique, avec un excipient couvert de science. Et je crois que vous l'avez très bien expliqué. Je fais un petit rappel du contexte dans lequel nous évoluons aujourd'hui. Nous sommes face à une guerre commerciale sans précédent de la part des deux plus grandes puissances mondiales. Ce n'est pas le Luxembourg et le Liechtenstein qui nous mènent la guerre. C'est les États-Unis et la Chine. Là, on connaît les tarifs à gogo. Il y en a pour tous les goûts. Nous-mêmes, on est fortement taxés, et l'Amérique est un marché important. Et puis vous avez aussi la menace chinoise qui, elle, a annoncé, puisqu'on va parler industrie, qu'elle voulait donc passer sa part de la fabrication pour le monde entier, parce qu'eux, ils raisonnent le monde, de 32 à 35%.
Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on est face à éventuellement un tsunami, une déferlante de produits bon marché. Donc dans ce contexte, qui est un contexte relativement gravissime, dur à gérer, on assiste à des débats d'un autre temps. C'est-à-dire en clair, la solution pour éviter que la baignoire se vide, on va surtout pas toucher à la bonde, c'est pas grave si elle s'élargit, on va essayer d'ouvrir les robinets encore plus à fond. La mauvaise nouvelle, c'est que les robinets sont déjà à fond. C'est la noyade garantie, là. C'est surtout, c'est qu'on va prendre un bain sans eau. Ouais. Olivier, votre regard, vous qui êtes à l'écoute notamment du tissu industriel par rapport à ces débats sur la taxe Zucman, vous percevez quoi ? Alors, il y a deux éléments, ça a été dit. Le pire du pire, ce serait d'inclure l'outil productif dedans. On sait qu'on a vécu 40 ans de désindustrialisation, qu'on a besoin de réinvestir en quantité et en qualité, notamment pour intégrer tous ces éléments d'innovation, transition numérique, de transition écologique. Et donc, à partir de là, si on inclut dans ce type de taxe l'outil productif, je pense qu'on a tout faux. Il y a un débat de fond qu'on n'a pas, qu'il faudrait quand même avoir, et c'est ce que j'entends des chefs d'entreprise, c'est est-ce qu'on préfère un capitalisme financier qui vous demande 15% de rendement tous les ans, aveugle à l'investissement long terme parce qu'il a à délivrer un rendement court terme, ou est-ce qu'on préfère en France un capitalisme familial qui peut avoir ses inconvénients, qui a été connoté il y a très longtemps du paternalisme économique, qui était en fait un système de société, mais qui a l'avantage d'avoir des gens qui sont ancrés dans le territoire, qui ont leur argent, qui ont leur responsabilité sociale et personnelle et qui ont une vision long terme. Voilà. Et je rejoins ce que vous disiez, c'est-à-dire aujourd'hui, quand je vais, là j'étais hier dans le Gâtinais à visiter une usine qui fait du sucre, le directeur de l'usine, c'est un groupe, mais ils sont totalement excédés par ces débats. Mesdames et messieurs les députés, quand est-ce que vous arrêtez ? Je veux dire, là aujourd'hui, le tissu industriel est déconnecté de la représentation nationale. Alors, il va se prendre quelques claques, c'est à peu près certain, mais il va falloir à un moment donné reconnecter une forme de confiance. C'est ça qui me fait, moi, le plus peur dans cette espèce de délire dans lequel on est aujourd'hui. Et je pèse mes mots en le disant. Il y a une déconnexion entre le tissu économique et la représentation nationale qui est gravissime. La confiance, ça se perd rapidement, ça se construit lentement. On est en train de la perdre. C'est en train d'être déconstruit. Alors, il y a eu un moment dans cette semaine, on revient un petit peu en arrière, puisque la semaine, évidemment, est très rythmée par le budget. Il y a un petit moment de vertige, c'était mardi soir, de mémoire, quand a été voté, on l'a pas très bien vu arriver d'ailleurs, la taxe sur les multinationales à hauteur du chiffre d'affaires réalisé en France. Là aussi, chiffrage lancé 26 milliards de mémoire. Cette taxe, c'est quoi ? Ça raconte quoi, Dorothée ? Ça raconte une déconnexion complète dont parle Olivier. Ça raconte des chiffres qui sortent du chapeau. Je pense qu'il y a d'une part des chiffres qui sortent du chapeau et d'autre part, je trouve que ce que ça dit aussi, c'est que dans le débat budgétaire est dominé par qui on va faire payer. Et on a perdu... Là, on devine. Oui, non, mais, et comment mettre le chiffre maximal en face des... les GAFAM, les multinationales, les cibles les désignées. Entreprises familiales et ainsi de suite. Alors, d'une part, sans complètement se préoccuper des implications à la fois économie nationale, mais aussi internationale. C'est-à-dire que quand on parle de taxer les multinationales à ce niveau-là, on a un travail avec l'OCDE et le G20 sur la taxation des multinationales pour un peu rétablir le level playing field. Ça fait 15 ans que ça dure, on a un accord, alors c'est compliqué avec les États-Unis, on le met en œuvre, ça commence à être... à 15%, on va pas, à 15% d'impôt minimum, exactement, qui a demandé des négociations internationales, un calibrage fin. Ça fait beaucoup de gens qui ont travaillé pendant longtemps pour aboutir à quelque chose d'acceptable au niveau international. On ne peut pas arriver avec un bazooka comme ça et dire, nous, on va faire notre truc, et puis on va un peu tout bazarder. Donc, d'une part, c'est cet aspect-là qui est qu'est-ce que ça veut dire par rapport aux Européens, par rapport aux Américains qui sont quand même prompts à répliquer et mettre des représailles aussi au bazooka dès qu'il y a quelque chose qui leur plaît pas, etc. C'est un peu sorti. Mais surtout, moi, ce que je trouve le plus dommage, c'est que normalement, le débat budgétaire, on a envie que ce soit un moment de vrai débat de politique économique, de dire quel est notre problème. Et là, si on l'écoute, alors certes, on a un sujet budgétaire, oui, il va falloir trouver des recettes quelque part. Maintenant, et une fois qu'on entend ça, quand même aussi. Oui, non mais il va falloir trouver, de mon point de vue, majoritairement des économies, mais on n'échappera pas à trouver aussi des recettes quelque part. Ensuite, d'une part, il faut être mesuré, d'autre part, il faut bien le calibrer. Mais surtout, il faut aussi se dire, quand on a ce débat de politique économique qui finalement, puisqu'on parle matin, midi et soir dans tous les médias de budget, on a envie que ce soit l'occasion pour les députés aussi de dire
le Parlement a le pouvoir, quelle est ma vision pour l'économie française, que devrait-on avoir pour la croissance, l'innovation, la réindustrialisation dont on va parler. Là, si on écoute, on a l'impression que le seul problème économique de la France, c'est le manque de redistribution. Dit dans la hiérarchie de nos problèmes, peut-être qu'on pourrait mettre justement la croissance et l'innovation un peu plus haut et avoir ce débat-là. Et là, c'est complètement sorti du cadre. Ouais. Alors, il y a quelque chose d'assez étonnant, c'est le décalage. Alors, à la fois, on va prendre les réactions politiques, parce que finalement, les réactions politiques, on se dit, il y a plus grand monde pour la taxe Zucman, mis à part le Parti socialiste. Maud Bréjon dit, à partir du moment où ça touche l'appareil productif, c'est non. Sébastien Lecornu dit, pour rien au monde, on doit toucher au patrimoine professionnel, pour parler de ce que vous disiez à l'instant, Dorothée. Perrine Goulet du Modem, tant que les socialistes sont arc-boutés sur les biens professionnels, il n'y aura pas de vote. Philippe Juvin, rapporteur général du budget, a estimé une pâtisserie allégée reste une pâtisserie, la version light du Zucman. Marine Le Pen, non, c'est non, ni light, ni hard, ni rien du tout. Et puis en face, on a cette curiosité quand même, c'est que de sondage en sondage, les sondages ont démarré à peu près début juillet sur à l'époque ce qu'on n'appelait pas encore la taxe Zucman, mais comment faut-il taxer les ultra riches, les riches, et la taxe Zucman est descendue. De sondage en sondage, ça dépend de la question, ça dépend de l'orientation. On est entre 68% et 86% des Français qui soutiennent la taxe Zucman. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe dans ce pays, Charles? Alors, moi, je voudrais revenir sur un aspect fondamental qu'a soulevé monsieur, c'est la temporalité. Laurent. Bon, oui, Laurent. C'est la temporalité. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur les mêmes temps. Tout ce que vous venez de citer, les réactions, on est sur le temps court. Bon, dans l'industrie, monsieur le sait, on est sur le temps moyen et sur le temps long. C'est-à-dire, le temps court pour nous, c'est 5 ans. Le temps long, c'est 10 ans, 15 ans, 20 ans. C'est-à-dire que quand le temps de l'industrie aussi, d'ailleurs. Oui, parce que quand vous devez, par exemple, comme aujourd'hui, si vous voulez intégrer des nouveaux éléments, comme l'IA, par exemple. Je veux dire, ça se fait pas en appuyant sur un bouton. Ça se fait pas parce qu'il y a un politique qui va se lever sur sa chaise au Parlement et qui va dire on va tous faire de l'IA. Non, ça se passe pas comme ça. Bon. Et donc, pourquoi ce qui se passe en ce moment est gravissime? Parce que par rapport aux agents économiques dont je fais partie, qui doivent faire un pari sur l'avenir sur 10, 15, 20 ans, on se dit mais c'est affligeant ce à quoi on assiste. Donc finalement, ça ne changera jamais. Donc on va investir massivement, avec sans doute la perspective d'une fiscalité complètement quantique. C'est-à-dire, quand on sait où on est, on ne sait pas où on va, et quand on sait où on va, on ne sait pas où on est. Et donc, les gens se disent, on va attendre. Le problème, c'est que par rapport à l'IA, qui est sans doute, je pense, depuis la révolution industrielle et après le digital, ça va être l'une des plus grandes révolutions dans le monde du travail, dans le monde tout court. Et pendant ce temps-là, les autres, ils n'attendent pas. Donc là, on est là sur des questions purement hexagonales qui sont, à mon avis, très politiques. C'est-à-dire, quand vous posez la question des sondages, bon, écoutez, Churchill disait « Je ne crois aux statistiques que lorsque je les ai moi-même fabriquées ». C'est-à-dire que quand vous dites à des gens, voilà, vous avez des gens qui ont 100, 200 millions d'euros de patrimoine, c'est-à-dire, en clair, je pense que personne n'en connaît. On va leur prendre un peu de sous, et puis, comme ça, le pays va aller mieux. Mais personne n'est contre. Sauf que, là où il y a un vrai mensonge, c'est que non, le pays ne va pas aller mieux. Pourquoi? Parce que pendant tout ce que j'entends actuellement, on ne parle pas réforme structurelle, on ne parle pas économie, on parle pointage du doigt. Donc on va culpabiliser les uns par rapport aux autres, on va dire voilà, on va prendre l'argent là où il est et le pays s'en trouvera mieux. Non, quand on a 3 400 milliards de dettes, ce qui donne mal à la tête à une aspirine, le problème ne se résout pas en inventant la taxe Zucman. Parce que les gens ont bien compris, aujourd'hui c'est Zucman, demain ça sera Zucman 2, il y aura saison 1, saison 2 jusqu'à saison 6. Le seul problème, et je reprends mon image de la baignoire, c'est-à-dire que si au bout d'un moment, il ne reste plus que la bonde et il y a un filet d'eau, là vous avez un problème. Donc pour les recettes, vous avez deux moyens d'augmenter les recettes. En tant qu'industriel, je pense que le plus intelligent, c'est quand vous avez donc un débit d'eau, essayer de comprendre comment on peut augmenter le débit d'eau parce que le tuyau est entartré, parce qu'on empêche les gens d'investir, parce qu'on leur fait peur, parce qu'on sous-entend qu'il vaut mieux épargner, parce que l'épargne, c'est l'indice de la peur. Hein. Donc, comme les gens n'ont pas confiance en l'avenir, eh bien, ils se font un petit matelas. Nos anciens, eux, ils cachaient des louis d'or dans les murs. Nous, aujourd'hui, ça s'appelle assurance vie, ça s'appelle épargne, etc. Cet argent qui pourrait, par exemple, alimenter des programmes industriels, il n'alimente rien du tout. Donc, ce qui se passe est gravissime. Olivier, sur le Dorothée pointé, on va dire un peu presque l'irresponsabilité finalement aujourd'hui de la façon dont la France, en tout cas le Parlement, construit le budget.
Puis ce manque de vision, enfin, qui est crucial, qui est patent aujourd'hui. Enfin, on a l'impression que la France, c'est une maison qui se gère d'année en année, sans impulsion, sans cap, sans ligne d'horizon, dans les grands chantiers que devrait initier ce pays. Alors, je ne vais pas faire de réponse philosophique sur la globalité du projet de société. Je vais rester, ça s'appelle les experts, dans mon domaine qui est celui de l'industrie. Mais oui, enfin, aujourd'hui, de par la notoriété des travaux que j'ai pu faire, et j'en suis très honoré, j'ai été sollicité par la plupart des équipes présidentielles qui commencent à préparer 2027. Honnêtement, les projets, les avant-projets que je vois sont extrêmement décevants. Et l'une des raisons fondamentales, malgré des discours sur la réindustrialisation qui sont maintenant totalement consensuels, l'une des raisons fondamentales, en tous les cas, que je perçois, là c'est de la perception, c'est que nos partis politiques aujourd'hui n'ont pas de projet de société sur lesquels vous pouvez raccrocher une politique économique, une politique sociale, une politique d'aménagement du territoire qui aurait véritablement du corps et de la cohérence. Donc, par rapport à ce que nous racontait, ce que j'ai appris dans mes quelques cours de Sciences Po de Weber sur le rôle des partis politiques, vous avez des ensembles de personnes qui sélectionnent un personnel politique pour conquérir le pouvoir, mais aussi autour d'un projet collectif. Il manque complètement le dernier. La dernière partie est une absente. Moi, j'en suis arrivé aujourd'hui à en appeler aux chefs d'entreprise à prendre la parole dans les territoires, dans la PQR, dans la presse locale, de faire des tribunes, d'intervenir, pour porter un petit bout de projet collectif sur un territoire, parce que notre personnel politique a complètement déserté cet aspect de projection, de long terme, de vivre ensemble, de création de la richesse avant de la partager, des basiques. On a le sentiment, quand on vous écoute Olivier, enfin je vais provoquer un peu dans ma question, mais c'est que les partenaires sociaux ne sont guère à la hauteur aussi, MEDEF y compris, franchement. Quand la réaction à tout ça, l'objectif c'est de remplir un Bercy, ça va pas loin quand même. Non ? Oui ? Oui et non, là-dessus, je pense que les choses sont un petit peu en train de bouger. J'ai travaillé, par exemple, avec le METI sur des leviers à mettre en place pour la réindustrialisation immédiatement. On travaille avec la CPME. Le MEDEF va faire prochainement, c'est annoncé, une REF industrie. Donc, en tout cas, sur le domaine dans lequel je suis, que ce soit du côté patronat ou que ce soit du côté syndical, il y a des formes de mobilisation. La CGT, pour prendre l'autre extrême du spectre, a fait un travail sur la réindustrialisation. Donc, il y a quand même des travaux qui sont portés. Par contre, on n'arrive pas à accéder au débat public. Là où j'en appelle aux uns et aux autres, aux syndicats comme aux représentations patronales, c'est envahissez le débat public. Je suis désolé pour les émissions que vous faites sur la taxe Zucman, mais occupez cet espace qui est pris aujourd'hui par des choses certainement très importantes, mais de court terme, pour reposer la question, comment on a envie de vivre ensemble dans ce pays. Alors, il y a un autre enjeu sur la taxe Zucman, en tout cas c'est Olivier Faure qui l'a dit en début de semaine, c'est qu'à la fin de la semaine, on saurait s'il y a dissolution ou pas selon l'avenir de la taxe Zucman. Parce que évidemment, là, on est rentré un peu dans le tuyau, dans la bonde, pour reprendre l'expression de Laurent sur le budget. Mais on a un petit peu oublié aussi la menace finalement politique d'une dissolution et de repartir pour un tour. C'est exactement la séquence qu'on a vécue l'année dernière avec le gouvernement Barnier. C'est-à-dire, est-ce que le risque aujourd'hui numéro 1, c'est d'avoir un mauvais budget ou de ne plus avoir de gouvernement ? Laurent ? Alors, je vais juste rebondir ou introduire mon propos par la vision, parce que c'est quelque chose de fondamental. Qui manque fortement en ce moment. Mais c'est quoi une vision ? La vision, c'est la capacité de voir ce qui est invisible. Et là, on est dans le visible court terme. Bon, toutes les personnes qui dirigent des équipes, que ce soit des sportifs, des entreprises, des élèves, etc., savent très bien que, je veux dire que si vous voulez inciter les gens à gagner un match de tennis et si vous leur dites surtout vous regardez uniquement le tableau des scores, ça va pas bien se passer. Et donc aujourd'hui, on est dans le court-termisme absolu. Il n'y a pas de vision, il n'y a pas de projet de pays, et ça c'est fondamental. Mais vous avez posé la question, à qui la faute ? Je pense que si vous voulez, c'est pas en pointant du doigt qu'on va résoudre le problème. Mais c'est pas un problème qui est nouveau. C'est pas un problème qui a... Vous le datez de quand ? Qui date de la dissolution. Je pense que c'est un problème qui a plus de 30 ans. C'est-à-dire que nous avons eu... On est d'accord avec eux, on n'est pas d'accord avec eux, mais on a eu des hommes d'État qui ont une vision pour le pays, qui l'ont articulée. Et d'ailleurs, beaucoup de ces articulations qui se sont traduites par des choses concrètes font que le pays aujourd'hui en bénéficie 30 ans, 40, 50 ans ou 60 ans après. Et beaucoup de ces hommes d'État ont été remplacés par des hommes politiques. C'est pas exactement le même profil. L'homme d'État, lui, ce qu'il veut, c'est prendre des décisions pour ce qui est bien pour le pays.
L'homme politique, je pense que c'est plutôt ce qui est bon pour sa réélection. Donc, c'est pas quelque chose de récent, le manque de vision. Et vous avez parlé aussi, par exemple, du financement, on le voit aussi. Par exemple, vous avez beaucoup d'entreprises qui sont allées à la bourse. Et malheureusement, je dirais, on les a un petit peu oblitérées de cet aspect visuel parce que c'était pas assez court-termiste et que ça ne répondait pas aux attentes des analystes. Mais on ne construit pas un projet industriel au trimestre. Ça n'existe pas. Bon. Donc, la question qu'il faut se poser, j'en appelle pas à la révolution, mais clairement, l'appareil actuel ne fonctionne pas bien. Et vous avez des gens, et vous l'avez dit, qui se targuent de représenter le pays. On peut se poser la question si vraiment ils le représentent. Donc sur le budget, moi je pense, en mon âme et conscience, qu'il vaut mieux un budget technique qu'un budget qui casse la machine économique. Parce que si vous cassez la machine économique, il y aura une fois de plus, vous aurez que la bonde et une chute drastique du débit d'eau. Et c'est précisément ce qui nous menace. Alors, il y a une curiosité là-dedans, c'est finalement l'économie française, je regarde Dorothée, fait preuve d'une certaine résilience. Hier, l'INSEE a publié la croissance pour le troisième trimestre, les 3 derniers mois, qui ressort à plus 0,5%. Alors, porté par l'aéronautique, certes, en grande partie, mais quand même, ce chiffre a été une surprise. C'est-à-dire, quelque part, on s'attendait plutôt à un 0,3, on va dire, honnêtement. Et puis, par ailleurs, il y a une bonne nouvelle dans ce chiffre-là, parce qu'on voit l'investissement au sein des entreprises remonter. C'est quoi? Ça veut dire que si on n'était pas dans ce pataquès politique, les choses iraient merveilleusement bien en France, ou qu'il y a le début d'un chemin qui est en train de se dessiner? Je pense qu'il y a 2 choses. D'abord, oui, c'était une bonne surprise. Effectivement, on s'attendait à 0,3 qui aurait déjà été bien. Et on a été surpris positivement. Alors, il y a une partie qui s'explique bien, c'est sur les exportations aéronautiques. Effectivement, on avait beaucoup de stocks d'Airbus aux 2 premiers trimestres. Concrètement, ils avaient beaucoup d'avions qui étaient presque prêts, où il manquait les moteurs et les toilettes, donc qui étaient presque prêts à l'exportation. Donc, à la fin, on a moins de stocks, plus d'exportation. La bonne surprise, c'est celle de l'investissement des entreprises, et quand on regarde un peu sous le capot, en plus c'est en un sens du vrai investissement productif, c'est de l'investissement en équipement et de l'investissement en digitalisation. Donc pour moi il y a un peu 2 explications. L'une, c'est que en fait, et vous nous le direz, mais un certain nombre d'entrepreneurs, d'une part, n'ont pas les yeux rivés sur le Parlement, et en fait, se sont un peu habitués à l'investissement. Donc, ça veut dire, c'est que quand on est dans un contexte d'incertitude qui finalement n'est plus temporaire mais permanente, ce qu'on a pu connaître à l'épisode similaire de l'année dernière qui était je lève le crayon, j'attends de voir ce qui se passe. On peut attendre de voir ce qui se passe pendant 6 mois. Juste pour rappeler la séquence, mais on ne va pas juste attendre de voir ce qui se passe pendant 2 ans. Donc sans doute on investit un peu moins, mais on finit par le faire. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi des besoins, notamment en digitalisation, en IA. Là non plus, on ne peut pas se permettre de se dire j'attends 2027 pour voir ce qui se passe, parce qu'en 2027 j'aurais déjà manqué le train. Donc je pense qu'il y a un peu ce fait que structurellement on a des besoins d'investissement, et puis que sans doute il y a une phase d'accoutumance à l'incertitude qui fait que oui, si on ne l'avait pas, clairement, on aurait sans doute plus d'investissements, mais on n'arrête pas tout non plus. Au bout d'un moment, on s'habitue un peu, comme d'ailleurs d'autres pays européens se sont habitués à une incertitude prolongée avant nous. Cette banalisation de l'incertitude, quelque part, qui est valable aussi sur la guerre commerciale, d'ailleurs, en grande partie, vous la confirmez, Olivier? Oui, là-dessus, je pense que cette incertitude devient un élément structurel, une certitude pour les décisions des chefs d'entreprise. En revanche, je serais peut-être un peu plus nuancé sur la reprise de l'investissement qui a été dit. Je suis toujours prudent sur les annonces faites sur des chiffres sur une période courte. Encore une fois, notamment dans l'industrie, on est sur des cycles longs. Attendons de voir un petit peu si c'est pas une mauvaise nouvelle, et donc réjouissons-nous quand même. Mais néanmoins, est-ce que c'est pas conjoncturel? Vous l'avez dit, il y a 1 an, il y a eu un pied sur le frein sur l'investissement. À un moment donné, il y a des choses qui sont obligatoires pour suivre le rythme économique, pour renouveler des parcs qui vieillissent. Est-ce que c'est pas cet effet-là conjoncturel ou est-ce que c'est vraiment structurel? On verra, parce que moi, les discussions que j'ai quand même avec les chefs d'entreprise, c'est que la partie incertitude, comme ça a été dit, est dominante dans la manière dont ils voient le futur aujourd'hui. Quand vous êtes dans une grande entreprise, l'incertitude en France, c'est pas très grave. Vous allez investir en Allemagne ou aux États-Unis ou en Asie. Quand vous êtes une PME qui est ancrée dans son territoire, alors elle peut certes aller chercher des marchés à l'étranger, mais globalement son outil productif est ancré en France, elle subit cette incertitude, et celle-là, honnêtement, je ne vois pas dans les échanges que j'ai de changement radical en disant c'est pas grave, c'est l'incertitude, je vais connaître, je vais continuer ou je vais investir. Voilà. Donc attention, attendons un petit peu.
nuançons. On aime bien faire des grandes annonces en haut et en bas. C'est du trimestriel et on verra. On va marquer une petite pause et puis on se retrouve juste après sur les questions d'endettement et puis les questions aiguës d'industrie. À tout de suite.